Bonjour, c'est Rizlen. Retrouvez-moi sur l'émission Brakissa Rencontre. Bonjour Rizlen. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va, merci. Alors, tu as débuté par le judo. Comment est-ce que tu as atterri dans le monde du MMA? Alors, j'ai atterri dans le monde du MMA en rencontrant Fernand Lopez à l'INSEP pendant ma période où j'étais athlète avec l'équipe de France. En étant à l'école ensemble, on passait le BPJF AG2F ensemble et il m'a parlé du MMA. Et j'ai regardé, ça m'a plu. Je lui avais dit, après ma carrière de judo, je viendrai dans ta salle et je me mettrai au MMA. Et c'est ce que j'ai fait. Mais pendant ma carrière de judo, je suis venue, on s'est occupé de la préparation physique. Et après ma carrière, après Rio 2016, après les Jeux, je me suis mise au MMA. D'accord. Et quel a été le déclic réellement? Le déclic, c'est quand je suis venue dans sa salle, j'ai regardé les entraînements, j'ai essayé, j'ai pris goût et ça m'a plu. Et tu dirais quelles sont les différences notoires qui existent entre le judo et le MMA? Faut savoir que le MMA, c'est tous les sports de combat en un. Donc, il faut apprendre toutes les disciplines de combat. Que le judo, c'est projection et sol. Et après, en termes d'entraînement, de charge d'entraînement, c'est pareil. Mais c'est plus de technique. Et tu n'as jamais regretté d'avoir abandonné le judo, sachant que tu avais une belle carrière certainement devant toi qui t'attendait? Ah non, du tout. Il faut savoir que même avant les Jeux Olympiques, je voulais carrément ne plus mettre le kimono. Je voulais même pas aller au jeu. C'est ma famille. Je supportais plus de mettre le kimono, le judo. C'est depuis l'âge de 6 ans. Pour moi, je savais que c'était la fin. Ça y est, je me suis dit, ça y est, le judo, c'est fini. J'ai fait les Jeux, mais avec la motivation, parce qu'on m'a remotivée derrière et tout. Et non. Alors, on peut dire que le MMA est tombé à pic, finalement. Voilà, il est tombé à pic. Alors, le MMA, est-ce que c'est un sport qu'on peut commencer à tout âge, par exemple lorsqu'on est un enfant? Enfin, comment ça se passe? À partir de quel âge on peut le pratiquer, ce sport? On peut commencer le MMA à partir de... Nous, dans notre salle, on commence à partir de 4 ans. Je suis entraîneur. Oui, j'entraîne les petits, les bébés, jusqu'à l'âge de 18 ans. Avec Samir Faidine, on entraîne le cours des MMA Kids et Baby. Mais alors, on se dit, ça doit être... comment est-ce qu'on enseigne à des enfants que c'est un sport de combat, quand même? Donc, à des enfants, comment est-ce qu'on explique ça? Ce n'est pas les mêmes entraînements, mais c'est pour les petits, en fait, c'est plus des jeux ludiques. Spécialisés, MMA et tout, voilà. Qui conduisent, en fait... Voilà, étape par étape. Voilà. Après, arriver, on leur apprend ça. Après, c'est les bébés, après c'est les ados, et voilà, après amateur, pro. D'accord, voilà. Et après... Il y a une étape. Et comment ça a été perçu dans ton entourage que justement tu laisses le judo pour aller faire du MMA? Alors on m'a prise pour une folle. Non, mes parents m'ont dit t'es folle, ma soeur m'a dit mais t'es vraiment folle, on va te casser la figure. Et j'ai mon amie Clarissa Benenou qui m'a dit mais Rizlen t'es vraiment folle et tout. Elle suit tout le temps mes matchs, elle est tout le temps là à me soutenir et c'est magnifique. Ouais. Et comment est-ce que tes fans, on va dire, lorsque tu étais judoka et que tu es passé donc au MMA, comment est-ce qu'ils ont pris cette nouvelle? Ils n'ont pas été désarçonnés de savoir que tu quittais le judo pour aller vers le MMA? Non, ils m'ont soutenu. Ils sont là depuis le début, ils ne m'ont pas abandonné, ils sont là, ils me soutiennent. Au contraire, ils vivent ma reconversion à fond, ils sont à fond. Et voilà, ils m'envoient plein de messages d'encouragement. Quoi que tu fasses, ils sont fidèles. Voilà, ils sont fidèles. Même là, ça fait plus d'1 an que j'ai été absente, où je n'ai pas combattu. Et toujours là, à me soutenir, à m'envoyer des messages, à être impatiente de me revoir dans l'octogone. Donc, ça, c'est sympa. Voilà. Et dis-nous, Rizlen, comment se passe une séance d'entraînement d'MMA? Alors, une séance d'entraînement, ça dépend. Nous, le lundi après-midi, nous avons la partie sparring. Sparring, c'est plus combat. Genre, on a l'échauffement, des thèmes au début. Et après, partie des sparring, des combats de MMA. Ça dure combien de temps? C'est des combats de 5 minutes. Dans la séance, on peut en faire 6, 7. Donc, vous changez de partenaire à chaque fois? Voilà, on change de partenaire. Et après, il y a des combats au sol. Voilà, c'est spécifique. Alors le MMA, tu me diras, certaines personnes ne le perçoivent pas très bien comme sport de combat, surtout celles qui ne le connaissent pas au final, c'est plutôt ça. Mais alors, pratiqué par une femme, ça l'est encore plus mal vu, on va dire.
Quand même. Mal vu. Est-ce que tu comprends ça, toi? Oui, non, je comprends pas parce que c'est un sport comme tous les autres. Voilà, c'est un sport de combat. Les gens qui critiquent ce sport, c'est les gens qui ne connaissent rien, qui ne sont Pour la plupart, quand même, c'est le cas, ouais. Voilà, je parle avec beaucoup de gens. Et au fur et à mesure, dans la conversation, je leur explique. Et là, ils se rendent compte que, ah oui, ça n'a rien à voir avec... Eux, ils pensent que la cage, c'est considéré comme les animaux. On est mis dans une cage. Mais non, en fait, la cage, c'est une grande protection pour nous parce que nous avons des projections. Mais justement, dis-nous, toi, qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes-là pour leur faire comprendre tout simplement que le MMA, c'est pas ce qu'ils pensent? Non, le MMA, c'est un sport qui est réglementé. Il y a plein de choses interdites que on n'a pas le droit de taper derrière la colonne, on n'a pas le droit de donner des coups de coude comme ça, on n'a pas le droit de tirer les cheveux, on n'a pas le droit de mordre. Quand le combattant est au sol, on n'a pas le droit de donner des coups de pied à l'arrache comme les gens pensent. Et la cage est une protection et non... Mais une protection par rapport à quoi? Par rapport aux projections. Vous voyez, si on mettait dans un ring, c'est plus dangereux de faire des projections et d'être projeté de l'autre côté du ring. Que là, il y a la cage, on ne peut pas être projeté de l'autre côté. Donc, c'est une grande protection. Ah oui, c'est vrai que et ça, les gens, ils ne le savent pas. Oui, vu comme ça, effectivement, ça change tout. Le fait que le MMA va être légalisé en France aussi pour bientôt, normalement à compter du 1er janvier 2020, qu'est-ce que ça t'évoque, toi? C'est enfin, j'ai envie de dire enfin que le MMA est légalisé en France parce que voilà, il y aura beaucoup de choses qui vont changer, je pense, au niveau subvention, même pour les combattants de MMA, ils vont être reconnus en tant que athlète de haut niveau. C'est très important. Moi, qui viens d'un sport olympique, de me dire, voilà, le MMA va être reconnu. Il y en a qui pourront être aménagés dans leur travail, pourront toucher des subventions. Donc, non, c'est très très bien. C'est un bon début. Et je remercie la ministre des Sports qui a le courage de se plonger sur le dossier. D'y aller, de dire le MMA doit être légalisé. Et ça, voilà, c'est battu. Et avec... plein d'hommes derrière de personnes. Donc, Et tu penses que grâce à toi, de nombreuses femmes suivront ton exemple? Pas grâce à moi, mais après, j'ai mon public à moi. Ouais, c'est ça. Après, toutes les femmes du MMA en France montrent l'exemple comme quoi la femme a sa place dans le MMA, dans ce sport-là. Et toi, à ton échelle, déjà, ne serait-ce que tes fans, les gens qui te suivent, si certaines d'entre elles aient envie de faire du MMA aussi, ce sera grâce à toi pour le coup. Donc ça te réjouit, ça te fait plaisir de savoir ça? Pas grâce à moi, mais grâce à tout le monde. Modeste. Mais oui, je reçois plein de messages sur les réseaux sociaux, que ça soit en France ou au Maroc, partout, même en Afrique, qui m'envoient des messages, qui me demandent des conseils, qui disent voilà, j'ai tel âge, tu penses que c'est trop tard, je les motive, genre voilà, moi je suis personne, je réponds à tout le monde sur les réseaux sociaux, donc je leur donne des conseils, je les motive, voilà, tout est possible. Et quels sont les préjugés que tu entends la plupart du temps par rapport à toi, une femme qui fait du MMA? Les préjugés, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai pas trop entendu. Ah ouais? Franchement, après, dans ma salle, moi, j'ai la chance que les gars de ma salle, ils me soutiennent beaucoup, ils sont derrière moi. Je suis un peu... Il n'y a pas beaucoup de... Voilà, je suis un peu... un peu la mascotte, je suis un peu la seule fille, pas la seule fille, mais voilà, quoi. Voilà, ils sont là derrière moi, ils me protègent, ils me soutiennent, voilà, et c'est une force pour moi. Et c'est plutôt du positif finalement. Oui, pour moi, c'est vraiment du positif. Pour moi, mais les gars de ma salle, pour moi, c'est une force. Ils sont là tous les jours à me motiver, à me donner des conseils, et voilà. Et si je te dis la lionne de l'Atlas, alors, pour toi, qu'est-ce que c'est? Alors, la lionne de l'Atlas, pour moi, il y a deux histoires. Déjà, il y a une histoire sentimentale avec mon petit-neveu. Alors, depuis tout petit, avec mon petit-neveu, on regardait Le Roi Lion sur le téléphone. Et il m'appelle Tataillon. Voilà, quand il me voit, c'est Tataillon, le lion. Donc voilà pourquoi. Il y a aussi au Maroc les lions de l'Atlas. Voilà, donc c'est un peu ton surnom quand même. C'est mon surnom. C'est ça. Et j'ai un peu le caractère d'une lionne. Ouais, ça te représente quelque part. Alors j'ai entendu dire aussi que tu essuyais en ce moment pas mal de refus, donc des adversaires qui refusent de combattre avec toi. Comment t'expliques ça? Écoutez, mon manager Fernand Lopez, il a beaucoup galéré à me trouver un combat.
On va dire, dans l'année, j'ai eu au moins 10 refus. C'est fou. Elles disent oui. Elles regardent ma dernière vidéo où j'ai perdu. Elles disent non. C'est incroyable. Et t'as perdu en plus sur la dernière vidéo? Ouais, j'ai perdu, mais bon, c'est une belle défaite où j'ai un peu tout donné. J'ai bien montré, il y a plus d'un an, ce dont tu étais capable. Ce que j'étais capable. Et donc, les filles se disent, elle est judokate, elle n'a pas peur des coups, elle est sauvage. Donc, elles disent que je suis un poison pour leur carrière. Et c'est frustrant, ça? Ça a été frustrant parce que toute l'année, j'étais au régime, motivation pour aller un combat. Et au final, non. Quand je ne recevais pas de contrat, au bout de 2 semaines, ils m'annonçaient le combat, je savais que c'était mort. Et je savais qu'au mois de décembre, j'allais combattre parce qu'il était prévu depuis très longtemps. Mais on voulait combattre avant. Mais ce combat, il était prévu depuis très longtemps. Et oui, justement, malgré tout, donc, tu vas avoir l'occasion de combattre à nouveau, et ce sera bientôt, donc le 14 décembre prochain, lors du gala Ares au Sénégal. Comment se passe ta préparation? En fait, je suis préparée depuis ma défaite. Toujours prête. Depuis que j'ai commencé. Non, mais c'est ça, l'athlète de haut niveau, il faut être prêt à tout moment. C'est pas genre, on vous annonce un combat qu'il faut se préparer un mois ou 2 mois avant. Pour moi, athlète de haut niveau, j'ai fait des années de judo. Tu sais comment ça se passe. Il faut s'entraîner tous les jours, il faut être prêt toute l'année. C'est juste le régime, c'était un peu embêtant parce qu'il faut se motiver pour le régime. Après, on te dit non, après, tu te rattrapes sur la bouffe. Après, tu reprends les kilos. En fait, ça a été ça le plus dur, c'est le yo-yo. Voilà, le yo-yo. Mais ça va maintenant. Là, je suis à 4 semaines du combat et j'ai que 4,5 à perdre. Donc, je suis très bien. Ça va, ouais. Et est-ce que tu as pu étudier un peu ton adversaire que tu auras prochainement? Honnêtement, je l'ai étudié vite fait. Moi, je veux juste voir droitière ou gauchère. Comment ça se passe quand on étudie? Tu regardes les vidéos, c'est ça? Ouais, j'ai regardé les vidéos. En fait, il faut savoir que Fernand et moi, maintenant, il me demande plus si je prends cette fille ou pas. Moi, je suis arrivée à un stade, Fernand, je lui ai dit, écoute, moi, je fais pas de chichi, je suis arrivée à un stade, je prends tout le monde. Donc, il me dit, voilà ta prochaine adversaire. C'est même pas, est-ce que tu acceptes? Il sait que j'accepte tout le monde. Pour être la meilleure, il faut battre les meilleurs. Donc, voilà. Moi, je pars de ce principe-là. Et est-ce que tu sens ce combat? Tu sens que tu vas pouvoir le remporter? Sinon, j'aurais pas accepté. Oui, je suis excitée. J'ai tellement hâte de montrer à tous ceux qui me suivent comment j'ai travaillé pendant toute cette année, comment j'ai progressé, voilà quoi. Et qui plus est, là, donc tu vas combattre en Afrique, donc c'est pas le Maroc, certes, c'est le Sénégal. Mais c'est pareil, c'est la famille, c'est l'Afrique, c'est la famille. J'imagine quand même que ça doit te faire quelque chose. Oui, sachant que mon premier championnat d'Afrique que j'ai fait au judo, c'était au Sénégal. Voilà. J'ai fait mon retour au Sénégal, au MMA et dans le pays. Et dis-moi, devenir combattante UFC, c'est quelque chose auquel tu aspires. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? C'est mon objectif. C'est comme quand j'étais au judo, l'objectif c'était les Jeux Olympiques. C'est ça. Donc pour moi, forcément, quand je me suis mise au MMA, je suis une compétitrice et puis j'ai une petite revanche parce que j'ai jamais eu de médaille mondiaux et olympiques. Donc pour moi, voilà quoi. Alors l'UFC, c'est le grade un peu, c'est ça? Voilà, c'est les Jeux Olympiques du MMA, on va dire. C'est la plus grande organisation mondiale et pour moi, c'est mon objectif et je suis près du but. C'est pour ça que c'était très frustrant cette année de ne pas pouvoir combattre, sachant que je suis près du but. Donc voilà quoi. Là, je me concentre sur mon combat, comme on dit, step by step. Et c'est l'objectif, il est en vue et je l'ai pas. Il est toujours là. Alors, on arrive à la question téléspectateur de Stade Afrique. C'est Abdelrazak, du Niger, qui dit: les femmes et les hommes et les femmes sont-ils égaux face au cachet qu'ils reçoivent? Et est-ce que tu peux nous donner une fourchette par combat? Abdelrazak, on pose la question à lui. Franchement, je m'occupe que de. À peu près dans ce que tu as entendu, parce que après partout, je pense qu'il y a cette inégalité qui existe entre les hommes et les femmes. Est-ce qu'on la retrouve aussi dans la MMA? Franchement, je pense. Franchement, je pense. Après, moi aussi, j'ai mon mari qui fait du MMA. Donc, donc ça peut comparer. Bon, après, lui, il a l'expérience. Moi, après, je viens d'arriver, donc je ne connais pas encore vraiment. Après, il faudrait regarder les salaires des combattants de l'UFC. C'est souvent affiché et voir. D'accord. Je ne sais pas. Et une fourchette de prix? Je ne pourrais pas vous dire. Après, tout dépend du profil, de la cote et tout. Moi, je viens d'arriver dans ce milieu. Ça fait que 2 ans et demi que je fais du MMA. Donc. Je ne pourrais pas vous dire vraiment. D'accord. Et dans l'année, au niveau des combats, les hommes en ont plus que les femmes ou c'est, Non.
Ça dépend vraiment en fait. Après, ça dépend du profil, ça dépend... non. Et est-ce que tu penses qu'il est plus difficile pour une femme de se faire un nom dans le MMA qu'un homme, par exemple? Non, c'est pas plus difficile. Regardez, je suis arrivée, ça fait... en 1 an de MMA, j'ai réussi à me faire un nom. En restant modeste, hein. Je suis personne encore dans le MMA. Genre, j'ai réussi à me faire connaître grâce à mon passé de judo. D'accord. Voilà, le judo m'a beaucoup... T'avais déjà une notoriété. Voilà, de dire que j'ai fait 2 fois les Jeux Olympiques, ça m'aide beaucoup. T'as été championne d'Afrique aussi. Oui, plusieurs fois championne d'Afrique. Ouais. Et selon toi, qu'est-ce qui te reste, là, toi, personnellement, encore à améliorer dans ta technique de combattante? Tout. Non, pas tout, mais on va dire cette année j'ai beaucoup travaillé et je vous laisserai voir au mois de décembre. Voilà. J'ai travaillé tous les domaines. Depuis plus d'1 an, je travaille la boxe, les kicks, les coups de coude, les coups de genoux, le sol. Je travaille vraiment tout. D'accord. On va dire ce que j'ai vraiment à travailler plus, on va dire les clés de jambes, parce que par rapport au judo, je n'avais pas ça. Ah, d'accord, ouais, c'est un élément supplémentaire. Voilà. Alors, parmi tes nombreux projets, il y en a un qui te tient particulièrement à cœur, c'est celui d'ouvrir donc une structure de MMA au Maroc, afin que les femmes puissent s'insérer dans le sport de haut niveau. Oui. Donc, j'ai vu qu'il y avait ça, il y avait également pour les handicapés, me semble-t-il. Oui. Voilà. Pourquoi un tel projet? Donc, ces 2 projets-là, pourquoi? Et est-ce que tu penses que la société marocaine est prête à cela? En fait, moi, les handicapés, ça m'a toujours touchée. Pour moi, c'est des êtres humains comme nous et ils peuvent faire du sport à leur façon, et à leur rythme. Et moi, je pense que c'est très important de... il y a les Paralympiques, donc pourquoi pas le MMA Et voilà, avec mon mari, on a comme projet... C'est un beau projet, ça. Oui, ça me tient à cœur, même avant que je sois au MMA. Déjà au judo, j'y pensais. Et avant ça, j'aimerais aussi construire ma famille. On va y revenir. Non, ça me tient vraiment à cœur de faire ce projet-là. Même j'en parle à Fernand, d'ouvrir une section handicapée au MMA Factory, pourquoi pas. Et il est pour, et pourquoi pas. Voilà, après, il y a... T'aider peut-être dans le projet plus tard. Et en fait, pour faire ça, il faut vraiment avoir une salle adaptée. Tout dépend quel type d'handicap. C'est vrai. Moi, par contre, ça m'intéresserait. Et tu le ferais ici ou au Maroc? Les 2. D'accord. C'est pareil pour moi, la France, le Maroc. Je suis franco-marocaine, je suis née en France, mes origines sont marocaines. Donc c'est pareil pour moi. Et est-ce qu'il existe une fédération de MMA au Maroc? Oui, ça vient d'être créé par les frères Azaitar. D'accord. Et le sport, il se développe comment là-bas? Il se développe, il y a déjà 2 combattants à l'UFC marocain et il y a plein de combattants marocains. Donc ça commence vraiment à se développer. Ah oui, ouais. Et au niveau des femmes, là pour l'instant, c'est des hommes? Je suis la première femme au Maroc et il y a d'autres femmes qui commencent à s'y mettre. D'accord. Et comment est-ce que le Maroc suit ton évolution alors? Parce que tu dois être une fierté pour eux. Et qu'est-ce qu'ils pensent de toi surtout? Ils sont fiers de moi, ils sont là, ils me suivent beaucoup, franchement. Non, franchement, c'est une force. Ouais. Voilà. T'as aussi besoin d'eux, quoi. Comme je dis, sans les femmes, nous sommes rien. Ils nous donnent la force, c'est grâce à eux que nous existons. Ok, on existe à travers nos résultats, mais on existe aussi à travers nos femmes. Alors, tu n'es plus un cœur à prendre, tu nous l'as dit tout à l'heure, tu es une femme mariée, pour ceux qui ne le savaient pas encore. Donc, ton mari, c'est Faisal Houssine. Voilà. C'est un combattant aussi, comme toi, tu le disais. Ouais. Alors, 2 combattants ensemble, ça donne quoi? C'est magnifique parce qu'on se comprend, il me donne des conseils. Vous entraînez ensemble aussi, tout ça? Oui, mais il me donne souvent des conseils, il me corrige parce que lui, il a l'expérience. Ça fait combien de temps qu'il en fait? Lui, ça fait plus de 10 ans. Ah oui. Il a 11-4. 11 victoires et 4 défaites. D'accord. Donc c'est vraiment... Et vous êtes rencontrés comment? Dans cette salle. J'en étais sûre, c'est pour ça que je posais la question. Dans cette salle. Mesdames, il faut venir ici. Ouais. Voilà, et non, avant, ça a été un ami avant d'être mon mari. Et voilà, ça s'est fait... naturellement. Naturellement, au bon moment. Voilà, comme on dit, tout est écrit et voilà. En tout cas, tu as des étoiles dans les yeux quand tu en parles. Alors, et les enfants, j'imagine que vous comptez en avoir également. Est-ce que c'est quelque chose qui pourra éventuellement te freiner dans ta carrière plus tard?
Bah moi j'ai 33 ans, hein. Je ne les fais pas mais j'ai 33 ans. On a dit, bon, si j'étais loin du niveau, on serait dit, on fait les enfants, voilà. Mais là vu que voilà, je suis proche d'atteindre en fait mon objectif, voilà, on veut atteindre l'objectif et si on voit que ça se fait pas, au bout d'un moment, lui aussi il a sa carrière, moi je vivrai derrière lui. Voilà, moi j'ai 33 ans, moi j'ai rien à regretter dans ma vie, j'ai une carrière dans le judo. Comme j'ai dit, si ça doit se faire l'UFC, voilà, c'est magnifique. Si ça se fait pas, au moins j'aurais fait une reconversion dans le MMA, j'aurais fait plein de combats. Et tu ne dois pas avoir des enfants et revenir aussi éventuellement? Aussi. Ouais. Aussi. Oui, c'est possible. Si je grossis pas trop. J'ai les gènes marocaines, hein. Faut pas oublier. Hein. Ouais. Non, j'ai mon mari, il va m'entraîner même enceinte. Donc c'est pas exclu que tu reviennes même si tu as des enfants. Voilà. Mais pour le moment, j'en suis pas là. J'en suis à signer mon objectif du 14 décembre. Et après, l'UFC. Après, ça sert à rien de se projeter, tout est écrit et on ne sait pas. Ça se trouve, au mois de janvier, je serai enceinte. Ça se trouve, on ne sait pas ce que la vie nous préserve. Donc, et bien justement, l'avenir, que te souhaiter pour l'avenir? Que du bonheur, la santé. Et que mes parents soient aussi longtemps auprès de moi et que mon mari et toute ma famille, ma soeur, mes frères. Voilà, moi c'est la santé avant tout. Mais écoute Rizlaine, c'est tout ce qu'on te souhaite pour la suite. Merci. On attend ce combat du 14 avec impatience. Ah, moi aussi. Et on est tous derrière toi. Et merci on espère beaucoup. vraiment une victoire par KO. Ah, j'espère. Là, ce sera de la sauvagerie, hein. Je vous le dis. Et bien voilà, c'est la fin de Brakissa Rencontre. C'était donc Brakissa Rencontre Rizlaine Zouak. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À bientôt. Merci. Thank you.